Financière ICG. On va commencer avec les marchés, mais d'abord comment dire, petit retour en arrière là autour de la crise souveraine. On retrouve un petit peu l'odeur de 2011 et dans ce contexte-là, on est très vite amené à reparler de la Grèce et la BCE justement qui a confirmé qu'elle allait agir pour soutenir la liquidité des banques grecques. Aurélie. Oui, un soutien qui est toutefois conditionné à la poursuite par Athènes de son plan de redressement de l'économie dicté par la Troïka. La Grèce qui envisage de sortir du plan d'aide plus tôt que prévu, décision à laquelle s'opposent fortement ses partenaires européens, des Européens qui réagissent à la fébrilité des marchés alors qu'ils se retrouvent aujourd'hui à Milan pour le sommet Europe-Asie. Sur place, Jérémy Brossard, l'envoyé spécial de BFM Business. Un vent de panique sur les marchés et deux visions qui s'opposent. Côté allemand, c'est une raison de plus pour que l'Europe poursuive ses efforts en matière de réduction des déficits budgétaires, efforts en matière d'amélioration de la compétitivité. La crise de la zone euro n'est pas terminée, a expliqué la chancelière Angela Merkel. Ses causes n'ont pas été éliminées. Côté français, on explique qu'il faut effectivement des réformes, qu'il faut réduire les déficits, mais que le danger le plus grand finalement aujourd'hui, c'est le manque de croissance en Europe. C'est la stagnation, c'est ça qui pèse sur l'économie du continent et qui, in fine, inquiète les marchés. D'avoir une croissance aussi faible, d'avoir des interrogations et des incertitudes sur le plan d'investissement qui doit être mis en place, d'avoir également aussi des plans d'austérité qui s'ajoutent les uns aux autres, crée un doute sur les marchés. Et donc, le prochain Conseil européen, celui qui se tiendra le 24 octobre, doit prendre en compte non pas la situation des marchés boursiers, mais l'état de faiblesse de l'économie européenne pour relancer la croissance. Relancer la croissance, c'est la meilleure façon de stabiliser les marchés. François Hollande qui insiste une nouvelle fois sur la nécessité de mieux coordonner les politiques économiques en faveur de la croissance. C'est un thème qui est au cœur des discussions ici à Milan entre les dirigeants européens et asiatiques. Et c'est un des grands thèmes qui s'imposera dès la semaine prochaine à Bruxelles à l'occasion du grand sommet de la zone euro. Jérémy Brossard, depuis Milan pour BFM Business, Jacques-Antoine Breteil. On est en train de rejouer 2011 là, sur les marchés tout du moins aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on a l'impression de revenir en arrière. Tout le monde parle de crack. Moi, je pense pas que ce soit un crack. Je parlerais plutôt de correction. On attendait... Moins 7% en 2 jours. Enfin, ça commence à être sérieux. Un crack, c'est 10% en un jour. Très bien, très bien. Donc, je pense qu'on attendait un mouvement de correction. On ne pensait pas qu'il allait prendre une dimension aussi importante. C'est sûr qu'avec des volumes aussi importants, une pression vendeuse aussi importante, des hedge funds qui se délestent beaucoup, on se pose des questions. Alors vous êtes bien sûr de passage à Paris, mais vous êtes en contact avec vos correspondants à New York, Grégory. On reparle de l'Europe un petit peu comme en 2011, là, à Wall Street, à New York. Là, c'est ça qui fait les unes des journaux financiers. Vous avez raison, on reparle de l'Europe, mais pas pour les mêmes raisons. Je crois que les États-Unis, maintenant, ont peur de ce ralentissement, de la déflation, de la récession en Europe. Ils n'ont pas peur de la crise systémique des dettes des pays périphériques. Mais l'Europe est là vraiment, je dirais, la principale raison du retrait des marchés américains ces dernières séances. Et on voit quand même que ces marchés américains résistent beaucoup mieux que les marchés européens. Il faut le noter parce que c'est pas du tout ni les mêmes raisons, ni le même processus d'ajustement qui est en train de se mettre en place. Je crois qu'on est encore dans le vert, au moins sur le S&P 500 depuis le début de l'année, ou le Nasdaq par exemple. Exactement. Alors, il n'y a pas de quoi triompher non plus. Mais je dirais, il faut surtout se souvenir, si je puis dire, qu'est-ce qu'on disait le 1er janvier 2014. Le 1er janvier 2014, vous écoutiez Goldman Sachs, JP Morgan ou tous les investisseurs, ils disaient il faut investir sur l'Europe, il faut aller sur l'Europe, vous allez voir, il y aura la reprise. Par contre, les marchés américains, ils sont chers, il faut les éviter. Ils disaient il faut éviter la dette américaine. Elle va s'écrouler, les taux vont remonter. Par contre, il faut aller sur les pays périphériques en Europe. Ils avaient tout faux. Alors, quand on a tout faux, il y a un moment où il faut ajuster. Et je pense qu'on a ce processus maintenant d'ajustement de ces grands investisseurs, de ces hedge funds, qui s'étaient tout simplement tellement bien trompés, qui se sont trouvés avec des positions qu'ils ne pouvaient plus tenir. Et des retraits massifs, effectivement, d'argent investi par les Américains sur les actifs européens. On continuera de parler du marché. On va analyser avec vous tout ce qui s'est passé ces dernières heures, ces dernières séances. Mais on poursuit ce journal avec vous, Aurélie. Notre grand titre de l'actualité, c'est ce qui se passe du côté de Air France entre la direction et les pilotes. Oui, il y a effectivement un projet d'accord sur la table au sujet de Transavia, la filiale low cost d'Air France.
Après le fixing pour faire un nouveau point sur l'actualité économique du jour, alors qui est très largement tournée vers les marchés. Messieurs, on redit un petit mot. Grégory, juste une réaction parce qu'on a eu en cours de séance là tout à l'heure une déclaration du patron de la Fed, d'un des membres de la Fed, James Bullard. Alors je sais pas, c'est un gentil ou un méchant lui, c'est un faucon ou une colombe, James Bullard? Il est plutôt doux ou... Bien, il est plutôt gentil pour les marchés. Il est plutôt gentil pour les marchés. Bon, en tout cas là, il a une déclaration. Alors on va avoir sans doute de plus en plus de déclarations là pour essayer de calmer les marchés. Il dit la Fed pourrait tout à fait envisager de reporter la fin du QE au-delà d'octobre. Normalement, ça doit s'arrêter ce mois-ci. On a encore quoi, 10 milliards d'achats là qui sont en cours. Absolument. Et c'est les 10 derniers milliards. Bon, on pourrait continuer un petit peu. Écoutez, vous avez des gens, et j'en faisais partie depuis des années, qui disaient QE1, QE2, QE3, c'est très bien, mais on est dans une dynamique de QE pour l'éternité aux États-Unis. Je ne ferai pas du tout le pari qu'il n'y aura pas un QE4, qu'il n'y aura pas un QE5. Tout ça, ça dépend vraiment des circonstances économiques. La Fed a une arme qu'elle peut utiliser pour le moment quand elle le veut. Donc oui, elle peut continuer son QE si elle le veut, elle peut le suspendre et le reprendre si elle le doit. Et en fait, je dirais, c'est ça qui est un soutien pour le marché US. On sait que la Fed est de notre côté, c'est pas que des paroles. Et puis le risque en Europe, c'est que évidemment, vous avez Draghi qui parle beaucoup, mais il y a des tas de choses que lui-même ne peut pas faire à cause, vous savez très bien, d'Allemagne. Sur la série de QE, là, avec quel effet sur le marché? Est-ce qu'un QE4 aurait un effet sur le marché aussi important? Je parle sur les marchés financiers, parce qu'il y a aussi le débat sur l'impact sur l'économie réelle, mais ça aurait de l'impact encore là? Écoutez, pourquoi est-ce qu'il y a peut-être depuis quelques semaines une correction des marchés aux États-Unis? C'est justement la crainte de la fin du QE plus d'une hausse des taux. Les QE successifs ont beaucoup aidé les marchés. Ils ont beaucoup moins aidé l'économie réelle, tout le monde le sait, mais ils ont été alors un dopant énorme pour les marchés, les liquidités, les produits à risque, même les matières premières d'ailleurs. Tout laisserait à penser qu'un autre QE serait reçu de la même façon avec des investisseurs qui se gorgeraient d'actifs à risque. Tout ce qui avait été soutenu par le QE s'est effondré ces derniers temps. Matières premières, actifs émergents. Alors là, on en vient maintenant aux dettes souveraines européennes. QE4, vous achetez ou pas, Jacques-Antoine? Non, pas du tout. Moi, je suis très sceptique. D'abord, je suis pas du tout sûr qu'il y ait un QE4. C'est possible, mais l'effet s'émousse au fur et à mesure. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand vous faites une transfusion, la deuxième marche bien, la troisième aussi, la quatrième peut-être sans beaucoup d'effet. Donc je pense que à court terme, ça peut effectivement relancer un tout petit peu l'activité boursière, économique pas du tout. Moi, je suis pas du tout convaincu qu'on ait besoin d'un QE4. Monsieur Draghi, lui aussi, va probablement non pas intervenir, mais manier le verbe, comme il sait le faire, ouais. Et on aura probablement là aussi une petite piqûre de rappel et probablement une ébauche de colmatage de la brèche actuelle. Mais ça peut passer sans un full QE en Europe. Ça pourrait, oui. ça pourrait. Tout va dépendre. À quelles conditions? De la macroéconomie, de la macro et de la micro. Je pense que les marchés peuvent être sauvés par la microéconomie. Parce que, évidemment, pour le moment, si vous voulez, les marchés s'ajustent à la valorisation, à la baisse des profits. Si jamais les profits remontent, à ce moment-là, les valorisations vont remonter aussi. C'est pas pour tout de suite. Mais je pense que, en tout cas, si vous voulez, pour le moment, je pense que l'essentiel, c'est de calmer les esprits. Pour le moment, tout le monde est noir. Marc Fiorentino parlait ce matin du consensus à la hausse. Tout le monde était haussier il y a quelques semaines. Aujourd'hui, tout le monde est baissier, avec une démesure la même que celle qui existait il y a quelques semaines. Non, il faut garder quand même un peu de raison. Garder un peu de raison et puis essayer de trouver dans ces marchés, là aussi, quelques raisons, sinon d'espérer, en tout cas, de faire quelques bonnes affaires. On marque 8 heures, le club de la bourse. Avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, et Jacques-Antoine Breteil, président de la financière ICG. Jacques-Antoine, un mot des volumes. Là, on avait 6 milliards en clôture hier. Déjà, c'était pas mal. Là, avant même la clôture, on a plus de 6 milliards d'euros échangés sur le CAC. C'est assez impressionnant. C'est colossal. Hein. C'est colossal, c'est inhabituel et exceptionnel. Ça veut dire qu'effectivement, il y a encore une pression vendeuse très importante. Mais plus les volumes vont être importants, plus ces positions vont se délester et plus le marché va être purgé. Donc, en un sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est factuel parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ces fameux hedge funds vendent du papier pour faire quoi? Je ne sais pas si c'est pour faire des obligations. À mon avis, c'est pas une bonne opportunité. Mais le fait est là et je pense que ça peut purger les marchés. Pourquoi ils vendent les hedge funds là? Ils ont des clients à rembourser. Qu'est-ce qui se passe de leur côté, Grégory? Je crois qu'ils étaient assez mal positionnés. D'abord, il ne faut pas oublier que dans le mot hedge fund, vous avez le mot hedge.
hedge, ça devrait vous protéger contre la baisse, mais vous avez de plus en plus de hedge funds qui étaient uniquement directionnels. Alors, quand on est directionnel, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un mouvement. On devient momentum player. Vous aviez des actions, et on a par exemple l'exemple aujourd'hui de Netflix aux États-Unis qui perd, je crois, 25%. Ça, c'était une action favorite des hedge funds. Ça montait tous les jours depuis des années. Vous aviez Carl Icahn qui s'était positionné dedans. Je dirais, c'est ça, c'est des hedge funds qui vraiment se retrouvent à contre-pied. Ils étaient tous sur l'énergie d'une façon agressive. Ça a été aussi le meilleur trade au début de l'année. Il faut pas dire c'est la faute des hedge funds si le marché baisse, mais les hedge funds ne se posent pas de questions. Quand il faut vendre, et ils dégagent très très rapidement. Ça veut dire qu'il y a du sang sur les murs, là. Alors, il faut attendre la fin du mois. Ouais. Déjà, cette année, la moyenne des hedge funds, en tout cas aux États-Unis, n'avait pas une performance positive. Fin septembre, alors que les marchés étaient positifs. Maintenant, je pense que, comme vous dites, il y aura fin octobre du sang sur les murs. Et je dirais même, le signal que c'est la fin de la baisse, c'est qu'on va parler de hedge funds en difficulté. Alors, à ce moment-là, on verra bien. Ce sera le moment de racheter peut-être. Bon, on voit d'ailleurs qu'on se rachète en fin de séance. Le DAX est positif, là, Jacques-Antoine. Oui, Non, mais il faut le prendre comment? Un rebond comme ça, après un sell-off massif, c'est bon signe ou il faut y aller avec prudence? Vous savez, l'expression qu'on utilise en bourse, l'expression le rebond du chat mort. Oui. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez à un moment donné des marchés qui ont tellement baissé qu'il y a un petit sursaut qui annonce aussi après une redéconfiture des marchés. Je ne veux pas dire que ça va se passer, mais moi le fait que les marchés soient très actifs, c'est plutôt à mon sens un bon signe, qu'il y ait du sang sur les murs et pas seulement chez les hedge funds. Ouais. Et c'est sûr, c'est certain. Il y a un jour on arrivera à purger complètement les marchés et les indices repartiront. Ça, j'en suis persuadé. Alors, est-ce que c'est dans 3 jours, dans une semaine, dans 3 mois? Je ne sais pas. Mais il faut imaginer que en tout cas pour les gestions longues, comme celle que moi je représente, c'est plutôt, si vous voulez, quelques fenêtres Quand on a raté des titres qui ont bien monté ou autres, qu'on a raté des dossiers, là, vous dites, faut regarder. Banco, on y va, parce qu'effectivement, quand vous voyez des Peugeot à 8 €, quand vous voyez des Air Liquide en dessous de 90 €... Alstom qui prend 5% là aujourd'hui. Oui, par exemple, certaines valeurs cycliques. Moi, de l'Alcatel à 1,80, je suis acheteur. Ouais. Bon, Alcatel, ça remonte pas. Pas aujourd'hui. Pas encore. Parce qu'effectivement, il y a encore pas mal de délestage, mais ça reviendra. Alors, la question qu'on se pose en Europe aussi, Grégory, là, c'est Wall Street. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, on va peut-être d'ailleurs terminer positif ce soir à Wall Street. Il y a encore une bonne partie de la séance qui est pas jouée. On est positif depuis le début de l'année sur le S&P 500, l'indice de référence. C'est-à-dire qu'il y a de la marge quand même pour corriger. Si jamais on devait partir dans un sell-off massif à Wall Street et dans quelque chose qui serait une vraie correction. Oui, je dirais, on n'a même pas corrigé. C'est-à-dire qu'on a perdu l'avance qu'on avait cette année, puisque vous dites avec raison que le S&P est toujours positif. Et puis il faut voir, vous avez la confiance des consommateurs, pratiquement au plus haut aux États-Unis, la confiance des chefs d'entreprise, pratiquement au plus haut, la production industrielle, pratiquement au plus haut. Vous avez en fait des indicateurs qui sont quand même extrêmement bon par rapport à l'économie. Et la rechute des ventes de détail, les prix à la production qui baissent. Vous me citez des chiffres mensuels. Oui, des chiffres mensuels, oui. Ils sont appelés toujours à être extrêmement volatiles. Bon, ça c'est peut-être assez une platitude de le dire, mais surtout il ne faut pas oublier, on a comparé un mois avec le mois précédent qui avait été extrêmement bon. Et j'ai regardé cette chute des ventes de détail. En attendant, si vous faites la moyenne sur ces 2 mois, un mois de baisse, un mois de hausse, vous avez une hausse des ventes de détail de 0,3%. Donc le fondamental n'a pas changé en fait. Je dirais le fondamental n'a pas changé. On avait peut-être trop extrapolé ce chiffre de croissance du produit national brut de 4,6% au deuxième trimestre. On l'aura pas au troisième, mais on aura peut-être 3. Et je dirais, c'est ça qu'il faut attendre, c'est de voir quelle est la vitesse de croisière de l'économie américaine. Et je dirais, on le sait même pas encore, mais ça pourrait être vers les 3%, ce qui est satisfaisant. Philippe Béchal est avec nous en duplex depuis la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. On a dit un mot des volumes là, mais vous le prédisiez déjà dès ce matin. Pour ceux qui vous suivent sur Twitter, on a fait 6 milliards hier en clôture. Dès ce matin ou en début d'après-midi, vous disiez on fera beaucoup plus, on va faire 7 milliards au moins. C'est colossal là. Oui, c'est des volumes tels qu'on n'en a pas connus depuis l'automne 2011. Aux États-Unis, hier soir, le S&P, par exemple, avec 925 millions de contrats échangés. C'est un record depuis le 11 octobre 2011. On avait eu aussi une journée à plus de 940 milliards. C'était en mai 2011. Évidemment, j'exclus toutes les journées techniques telles que 3 ou 4 sorcières des échéances trimestrielles, puisque là, évidemment, les volumes sont doublés tout à fait artificiellement. Donc là, oui, on a des volumes et on les avait déjà, en fait, dès les premières séances en
en porte de saloon du début octobre où on enchaînait des baisses et des hausses de 1% alternativement, et ça a duré durant plus de 8 séances. Et au fur et à mesure, on s'apercevait que les volumes gonflaient à la vente, tandis qu'ils se contractaient lorsqu'on assistait à des rebonds techniques. Donc oui, là, véritablement, de grosses mains sont en train de sortir, à mon avis. Et moi, je ne parlerai même pas de vente panique, parce que ceux qui vendent aujourd'hui, ils ont pratiquement triplé la mise sur, par exemple, le S&P. Ils ont fait 4 fois la mise sur les valeurs du Dow Transport. Sur le CAC 40, si on prend comme référence le CAC Global Return, il était encore à plus de 10 000 en milieu de semaine dernière, donc tout près de ces niveaux records de 2007 et de l'an 2000. Donc on a d'un seul coup effectivement des gens qui, après avoir encaissé des gains et des plus-values colossales, n'hésitent pas à vendre même 7, 8, 10% en dessous des plus hauts. Bon, cela dit, il y a déjà eu pas mal de dégâts dans les valeurs dites moyennes ou les biotech par exemple depuis le début du mois de juillet. Bon, c'est vrai ça, Grégory. Il y avait encore finalement beaucoup de performances dans les portefeuilles à Wall Street. Il y a toujours, il y a des secteurs alors qui ont été laminés. Mais même si vous regardez un secteur laminé comme celui de l'énergie ou des petits producteurs d'énergie, en gros, on a reperdu tout ce qui avait été gagné en 6 mois cette année. On se retrouve au niveau du mois de mars. Alors évidemment que ça fait très mal dans les portefeuilles, ça fait mal aux investisseurs, mais ce n'est pas vraiment une débâcle totale, en tout cas pas pour le moment, et on la voit pas vraiment venir non plus. Philippe, un dernier mot rapide là. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme indicateur clé sous les yeux pour se dire que le calme va peut-être revenir, ou qu'au contraire, attention, ce rebond ce soir, parce qu'on va peut-être terminer quasiment à l'équilibre. On voit le Francfort qui est dans le vert là. Ce rebond ce soir, c'est le rebond du chat mort, pour utiliser l'expression qui convient dans ce milieu. Alors, faut tenir compte du timing. N'oublions pas, demain, c'est la journée des 3 sorcières. Alors, si on veut éviter que l'échéance octobre ressemble à un jeu de massacre, il va peut-être falloir effectivement bien continuer de tirer un peu les cours, d'envoyer la fameuse Plunge Protection Team, c'est-à-dire ces gros institutionnels qui travaillent la main dans la main avec la Fed et qui, dans des circonstances de volatilité extrême, sont là pour empêcher les cours de chuter. Cela dit, moi, je me méfie quand même de ce qu'on appelle l'effet sous-marin. Quand plusieurs mines ont explosé, bien il faut souvent plusieurs jours avant qu'on commence à voir remonter les débris à la surface. Ces débris, bien ça pourrait être ceux des institutionnels qui avaient basé leur stratégie sur, par exemple, la vente de la volatilité, laquelle était ancrée sous les 18 depuis l'été 2012, qui n'avait plus jamais repassé en fait la zone des 15 depuis 2 ans. Donc on pouvait vendre systématiquement entre 15, 16 et on était sûr de revoir ensuite la volate aux alentours de 12, 11 sur les plus bas historiques. Donc là, il y en a qui ont eu très très mal. Et puis il y a aussi de la volatilité maintenant sur les dettes périphériques, ce qui a été déjà largement commenté par de précédents intervenants. Mais enfin quand même, ce matin, on a vu 30 points d'écart sur les BTP italiens et sur les bonos espagnols. Donc là, quand la volatilité revient aussi sur les emprunts, c'est pas bon signe. Bon, Jacques-Antoine, effectivement, cette volatilité, on n'était plus habitué. On n'était plus habitué. Là, on est revenu à des niveaux qu'on connaissait plus depuis plusieurs trimestres. On n'était plus habitué, c'est vrai. On avait un marché avec un encéphalogramme quasiment plat, pas de volatilité, pas de volume. Et comme le disait Philippe très bien, c'est vrai. On avait l'impression qu'on pouvait acheter impunément et sans arrière-pensée. Bon, là, on est rappelé par les faits, et je crois que malheureusement, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les liquidations aujourd'hui risquent de faire mal. C'est pas uniquement des gens qui ont engrangé des gros profits. Je pense que c'est plus grave que des ventes contraintes quand même là. Des ventes contraintes, certainement avec des demandes de rachat importantes. Donc c'est plus que des ventes raisonnées. Et quand on est à ce niveau-là de pression, là, ça met combien de temps à se calmer? Enfin, je veux dire, un marché comme ça, là, qui a vécu ces séances de panique, c'est très variable. Je vous dis, bon, en dehors de l'aspect technique, ça peut prendre quand même quelques semaines. Ça peut prendre le temps de la cicatrisation, à moins qu'il y ait un événement extérieur, une banque centrale qui essaye de colmater les brèches. Mais sans ça, ça peut, jusqu'à ce qu'on ait la publication des résultats des entreprises pour le 3e trimestre, je pense qu'on n'aura pas de catalyseur susceptible de redresser la barre. Ouais. Messieurs, 17h30, le fixing. Merci beaucoup à Philippe d'avoir été avec nous. Philippe Béchat de la Bourse au quotidien. Le fixing, donc juste avant la clôture, c'est une clôture qui sera assez impressionnante en termes de volume et peut-être à l'équilibre.
Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Jacques-Antoine Breteil, président de la financière ICG, Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Messieurs, on va redire un mot de cette séance effectivement assez spectaculaire. Jérôme Binary est avec nous également par téléphone, analyste technique. Jérôme, c'est spectaculaire en termes d'écart entre le point haut et le point bas, en volatilité, en termes de volume également. Il y a quand même encore pas mal de stress dans le marché là. Oui, c'est indéniable. D'ailleurs, cette seule séance ne suffit pas à résumer la situation. Il faut raisonner sur les 2 dernières séances ou sur un mois glissant pour voir qu'on a perdu 16% sur un mois. On est revenu sur des niveaux de l'été 2013, un volume tel, donc 7,6 milliards. On n'a pas vu ça depuis août 2011, en pleine crise de la dette souveraine de la zone euro. On a vu les mouvements également sur les matières premières, sur les taux américains. Donc on voit vraiment ce mouvement qui traduit beaucoup d'inquiétudes, mais à court terme, c'est vrai qu'on semble avoir atteint un point bas local et la volatilité de cette séance et le finish comme ça quasiment à l'équilibre. Le CAC 40 perd 1,5%, mais quand on a perdu jusqu'à pas loin de 4% en séance et que le DAX finit légèrement positif, il y a de fortes probabilités qu'on ait marqué un point bas et que l'on rebondisse, donc qu'on aille au-delà des 4000 points au cours des prochaines séances. Donc on semble avoir passé un cap et à court terme terminer ce mouvement d'accélération baissière. Le S&P 500 est vert, Grégory, là. Ça y est. Positif. J'en suis très heureux. Oui. Mais je dirais, il faudrait peut-être pas trop se fixer au mouvement au jour le jour. C'est vrai que quand ces mouvements, c'est 3 ou 4%, ça fait vraiment mal. On va arrêter de faire des séances tous les jours. Il faut arrêter de faire des émissions tous les jours, peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder et prendre un tout petit peu de recul par rapport à ces marchés, parce qu'autrement, ça va rendre tout le monde très nerveux, très malade. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec ces marchés? Je dirais, aujourd'hui, en tout cas en France, on voit que la raison l'a quand même emporté. Il n'y avait pas vraiment une raison ce matin de continuer à vendre le marché français après la baisse de hier, en tout cas pas d'une façon agressive. On voit la même chose aussi aux États-Unis. Il faut quelques séances que le jeu se calme et qu'on digère un peu. Ce que je dirais est une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne n'est pas forcément si bonne non plus. C'est une nouvelle donne de faible croissance, risque de déflation, risque carrément même de récession en Europe. Mais peut-être que c'est déjà maintenant, déjà dans les cartes et déjà dans les marchés. C'est ça qu'on pourra dire dans quelques jours. Jacques-Antoine, tout à l'heure, vous me disiez la micro peut nous rassurer. Mais ce que dit Grégory, c'est vrai. Mais ça existait aussi déjà il y a quelques semaines. On savait qu'on était en quasi-déflation, en décroissance, mais ça n'empêchait pas les marchés de continuer à monter. Aujourd'hui, le constat est particulièrement implacable et cruel. Mais ça veut dire que de toute façon, maintenant, le consensus va complètement abandonner les objectifs de fin d'année qu'il avait émis jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on verra certainement pas, à mon avis, le CAC à 4006 ou 4007, qui était le consensus du début et de la mi-année. Mais ça veut dire aussi que, surtout une séance comme aujourd'hui, avec presque 8 milliards d'échanges, ça veut dire qu'il y a 8 milliards de papier qui a changé de main. Donc, des acheteurs qui se sont présentés. Donc, je vous dis, encore une fois, il y a des occasions qui se présentent, il y a des fenêtres de tir qui s'ouvrent, et il faut peut-être pas Qu'est-ce que vous regardez là? Qu'est-ce qui vous intéresse au niveau de prix actuel? Qu'est-ce qu'il faut jouer? Il faut jouer, à mon avis, les valeurs de rendement sûres, les valeurs dollars, les valeurs européennes dollars, et le mouvement de hausse du dollar, enfin en tout cas sur l'euro-dollar, il est un peu stoppé là pour l'instant. Oui, mais moi je crois toujours au dollar. D'accord. Je crois toujours au dollar. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Air Liquide, c'est peut-être Alcatel. Je veux dire, à 1,80 à mon avis, ça se joue. Total, malgré le contexte pétrolier, parce que je pense que de toute façon le dividende est assuré. Sanofi, qui est aussi une valeur quasi dollar. Donc on revient par les défensifs, par le rendement. Non, défensif. Et il se trouve qu'effectivement, à partir du moment où vous avez du rendement, on peut considérer que ce sont des valeurs défensives. Et à mon avis, c'est le dollar et le rendement, ce sont les deux remparts les plus efficaces pour échafauder une politique. Et Alstom, alors on rachète plutôt du Alstom aujourd'hui, vous voyez, c'est pas du Sanofi. Peut-être du Alstom, mais je serais moins positif sur le dossier Alstom. Un mot aussi sur le pétrole. Mais Airbus, par exemple. Airbus, ça se rachète. Qui engrange encore des commandes de manière phénoménale.
qui est la valeur dollar par excellence et qui a baissé aussi dans des proportions ahurissantes ces derniers jours. Grégory, si on reprend un petit peu cette crise de marché là, ça a commencé depuis un moment sur le pétrole. Si on essaye de refaire un petit peu la succession, il y a eu le pétrole, il y a eu les actifs émergents, après les actions globales, l'Europe, Wall Street qui embraye désormais. Sur le pétrole, justement, là, on est passé sous les $80 le baril, on est en chute libre depuis le mois de juin, grosso modo. Hein. Oui. Alors là, c'est pas un phénomène de marché boursier, c'est un phénomène de marché des matières premières, avec des points d'interrogation, mais aussi avec des explications qui sont peut-être assez simples et assez compréhensibles. D'abord, il faut bien imaginer que la consommation du pétrole n'augmente pas, ou elle n'augmente pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Hein. Si vous achetez une voiture actuellement, vous pouvez très bien constater qu'elle consomme beaucoup moins qu'il y a 10 ans. C'est peut-être anecdotique, mais c'est vrai. Vous avez un nouvel acteur extrêmement important dans la production pétrolière, évidemment, ce sont les États-Unis. Il ne faut pas du tout négliger le fait qu'ils ont rajouté rien que cette année 1 million de barils par jour de production de pétrole. Vous avez des pays qui ont redémarré leur production en même temps. Donc tout d'un coup, il y a eu ce flot de pétrole qui venait de la Libye, qui avait pratiquement disparu des marchés, qui venait de l'Iran. Et puis vous avez l'acteur principal du marché jusqu'à maintenant, qui est l'OPEP, dont on avait toujours l'habitude. L'OPEP, c'était un peu la réserve fédérale, la banque centrale du pétrole, c'est de stopper les mouvements de baisse. Et là, alors pour une raison qu'on saura peut-être une fois, mais qui prête à beaucoup de spéculation, l'OPEP ne bouge pas. Alors les deux raisons, elles sont totalement contradictoires, mais elles sont intéressantes toutes les deux. Il y en a une, on dit tiens, l'OPEP laisse filer les prix à la baisse parce que comme ça, leurs concurrents qui sont les Américains, qui ont un coût d'extraction vraiment élevé, petit à petit vont être en difficulté et vont peut-être disparaître. Et puis il y a une autre théorie qui dit les Américains et les Saoudiens sont la main dans la main parce qu'en fait ils veulent mettre à genoux la Russie. Je trouve que les deux théories sont assez stupides. Peut-être que si vous les mettez ensemble, vous arrivez à quelque chose de raisonnable. Et moi, je préfère un peu l'offre et la demande. Et je pense que l'offre a extrêmement augmenté très rapidement et la demande n'a pas suivi. Et l'impact, vous le voyez d'une bonne manière, la baisse parce que vous me posez la question à un économiste, il va vous dire ah bah oui, c'est comme une baisse d'impôt pour les ménages, ça rajoute un point de PIB par-ci, un point de PIB par-là. Ça, c'est la vision macro. Le financier, il dit quoi? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Alors là, c'est pas le financier, ça sera plus l'américain qui va répondre, parce que je dirais, on pouvait faire vraiment sur les prochaines années un scénario économique extrêmement favorable pour les États-Unis en s'appuyant sur l'idée de l'indépendance énergétique avec un prix du pétrole relativement bas. Si tout d'un coup le WTI, donc le pétrole américain, plonge et que ça rend cette exploitation aux États-Unis pas rentable, les Américains vont pas continuer à faire du fracking pour le plaisir de faire du fracking. Donc ils vont petit à petit arrêter ces exploitations. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'évidemment il y aura moins de production, les prix vont remonter derrière et on aura une nouvelle donne. Je dirais il y a une chose surtout à surveiller aux États-Unis, quand est-ce que les États-Unis vont autoriser de nouveau les exportations de pétrole? C'est totalement bloqué depuis le choc pétrolier, je crois, de 74. Et ça sera peut-être l'événement vraiment qui changera totalement la donne au niveau des échanges du pétrole. Jacques-Antoine, comment vous regardez cette baisse du pétrole là, en chute depuis le mois de juin, sous $80, je le rappelle, le brut léger américain? Oui, je crois qu'il faut l'analyser aussi comme la baisse de l'ensemble des matières premières qui s'est dessinée ces derniers mois. C'est effectivement sur le plan macroéconomique plutôt une bonne nouvelle. Pour les États-Unis, c'est pas forcément une bonne nouvelle dans la mesure où ils sont maintenant effectivement exportateurs potentiels de quantités importantes. Ça ne modifie pas mon scénario comme pour une valeur comme Total par exemple. Moi je reste acheteur de Total. Je pense que de toute façon le contexte pétrolier va continuer à être demandeur et que c'est une société qui est bien gérée. Je pense qu'avec un rendement à la clé important, on prend pas beaucoup de risques. Jérôme, il y a une oui, bien sûr. Il y a une matière première, à mon avis, qui a beaucoup baissé, qui commence à remonter un tout petit peu, c'est l'or. Et à mon avis, d'ici à la fin de l'année, on aura peut-être de bonnes surprises sur le métal. Jérôme, métal physique. Il y a quelque chose à dire là sur les matières premières d'un point de vue technique, que ce soit le pétrole ou l'or d'ailleurs, qui sont beaucoup tradés quand même par pas mal de gens, Jérôme.
On commence effectivement sur les métaux précieux, dont l'or, à voir une reprise depuis quelques jours. Depuis en fait le test des points bas de l'année 2013, c'était début octobre, les $1185. On constate également les céréales qui commencent à reprendre, donc c'est plutôt sur ces actifs qu'il y a quelque chose à faire du côté justement des matières premières. Mais pour le moment, on n'est pas dans un marché haussier. Et d'ailleurs, c'est aussi lié au renforcement du dollar depuis mai dernier. Un dollar fort pèse toujours mécaniquement sur matières premières, donc ça se traite plutôt sur des horizons de court terme. Il est difficile pour le moment d'envisager des appréciations durables. Merci Jérôme, merci d'avoir été avec nous pour cette clôture. Jérôme Vinorier, analyste technique indépendant, je vous rappelle, moins 0,5% pour le CAC, 3918 points, mais cette petite baisse à l'arrivée ne reflète pas quand même la brutalité encore de cette séance. Les écarts intraday au cours de la séance ont été importants, à 200 points d'écart entre le plus haut et le plus bas, et du volume massif, plus de 7,6 milliards d'euros échangés ce soir sur le CAC. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Quelques minutes encore en compagnie de Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, et Jacques-Antoine Breteil, le président de la financière ICG. Messieurs, juste encore un mot rapide de cette séance. Jacques-Antoine, là, moins 0,5, je le disais, la séance a été encore brutale. Qu'est-ce qu'on regarde à très court terme? À quoi on fait attention? Qu'est-ce qui peut se passer demain, tout bêtement? On se pose la question. On disait avec Grégory Volokin, si le marché cautérise à peu près demain, ça serait plutôt une bonne nouvelle, et peut-être qu'on abordera le début de semaine dans de meilleures conditions. Si au contraire, on a un marché qui replonge demain, à la veille du week-end, à la veille, le jour des 5 sorcières ou des 4 sorcières américaines, ça ne serait pas un très très bon signe. Bon, Grégory, on verra aussi ce que fait Wall Street. C'est vrai que le S&P a réussi à effacer ses pertes. Bon, la séance est quand même encore un peu chaotique, y compris aux États-Unis. On regarde les grands indices. On disait que le S&P est encore positif depuis le 1er janvier. Il y a quand même des indices américains qui sont très largement négatifs. Le Russell 2000, on en parle, c'est l'indice des small et mid américaines. C'est quoi, moins 10, moins 15% peut-être pour le Russell 2000 depuis le début de l'année? J'ai pas osé regarder, mais c'est en tout cas plus que moins 10%. Et ce qui a été extrêmement intéressant, qu'est-ce que c'est ces petites ou small cap comme on dit? C'est des compagnies qui sont purement tournées vers le marché intérieur américain. C'est pas des compagnies exportatrices. Et en fait, on peut se dire que s'il y a un rebond du marché, il devrait venir de ce côté-là. On l'a déjà vu hier. En fait, le rebond a eu lieu du côté des small caps d'abord aux États-Unis et après les grosses caps. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, vous avez un marché intérieur qui bénéficie de l'amélioration de l'emploi, qui bénéficie évidemment de la hausse des salaires, qui bénéficie de la confiance des consommateurs. Donc, il y a un marché intérieur qui est porteur pour les marchés boursiers. Contrairement à l'Europe, puisqu'on peut faire ce scénario en Europe où tout le monde souhaite, mon Dieu, un redémarrage des marchés grâce à l'exportation, grâce aux exportateurs, grâce à l'affaiblissement de l'euro. Donc, c'est des marchés qui, je dirais, sont totalement divergents dans leur dynamique. Les États-Unis peuvent s'en sortir grâce à eux et grâce à leurs consommateurs. Les Européens, ils ont besoin d'exporter et de trouver des consommateurs pour que ces indices boursiers puissent bien rebondir. Un mot aussi des financières, Jacques-Antoine. Vous vouliez dire un mot sur ce secteur-là. Et c'est vrai que dans la correction qu'on a depuis début septembre, grosso modo en Europe, c'est pas les financières qui étaient les plus attaquées. Mais depuis hier, là, elles font vraiment partie à chaque fois des plus fortes baisses. Oui, et puis on a coutume de dire aussi que s'il doit y avoir un rebond du marché, il ne se fera pas sans l'appui des financières. Moi, je suis pas acheteur de financières aujourd'hui. J'attendrai en tout cas la période de résultats des stress tests fin 26 octobre, je crois, la publication. Fin du mois. Par contre, il y a une affaire, une société parafinancière qui peut retenir l'attention, c'est AXA, qui est en même temps une valeur dollar, donc qui rejoint un peu le scénario que je décrivais tout à l'heure. Donc c'est la seule financière qui effectivement est parfaitement jouable aujourd'hui. Pourquoi AXA? Qu'est-ce que vous aimez chez AXA? C'est quoi J'aime d'abord le management. Je pense que Monsieur De Castres a bien managé. Je vous dis c'est une valeur dollar, elle est à au moins 50% en dollars, et puis elle a quand même beaucoup baissé. Ces derniers jours, elle a énormément baissé. Moi je suis acheteur, j'en ai acheté un petit peu aujourd'hui pour compléter les positions. Bon, AXA autour à moins de 17 € ce soir. Grégory, qu'est-ce qui va faire l'actualité pour vous là? Qu'est-ce qui va permettre, à quoi est-ce qu'on va pouvoir se raccrocher un petit peu à court terme? Ça va être les entreprises, ça va être la macro, ça va être les banques centrales. Là, on a vu des déclarations aujourd'hui de la BCE sur la Grèce, la petite sortie de Bullard sur on peut éventuellement, si besoin, continuer le QE au-delà d'octobre alors qu'on devait l'arrêter ce mois-ci. Ça va être les
les gouvernements en Europe, qu'est-ce qui va vous apporter des bonnes nouvelles là? Vous donnez toutes les réponses, mais en tout cas sur les États-Unis, on va commencer de nouveau à beaucoup plus parler de la Fed, puisqu'il y avait ce consensus de hausse des taux qui était dans les marchés. Alors on a fait glisser ce consensus de hausse des taux dans le temps. D'abord c'était au mois de mars 2015, mois de juin 2015. Maintenant le consensus c'est peut-être septembre. Donc on va attendre. Je crois que c'est le 30, la prochaine conférence de presse de Janet Yellen. Il faut pas oublier que la saison des résultats, elle ne fait que commencer aux États-Unis. Pour le moment, je dirais qu'elle est plutôt bonne. Donc on attend de voir non seulement les résultats, mais les guidances. Et puis je crois surtout on essaye aussi d'estimer quel va être l'impact de l'étranger cette fois sur les États-Unis. Ouais. C'est plus la crise systémique dans le sud de l'Europe, c'est vraiment l'impact de ce ralentissement qu'on voit vraiment se profiler en Europe et aussi ce ralentissement évidemment dans les pays émergents ou dans les pays exportateurs d'énergie. Donc c'est un peu ces trois piliers que j'observerai. Et la Fed qui n'a pas pour mandat de gérer la croissance mondiale, mais avant tout la croissance, enfin l'emploi américain, les prix américains. Enfin, ils font attention quand même à ça. Enfin, je veux dire, une Europe qui ralentirait trop, parce que là il y a une réalité économique en Europe qu'on n'a pas aux États-Unis. Si ça ralentit trop en Europe, ils en tiennent forcément compte dans leur paramétrage ça fait partie d'un des paramètres parmi beaucoup. Il faut pas oublier que l'Europe en tant que telle, c'est 14% du commerce extérieur des États-Unis. C'est en gros comme le Mexique et le Canada. Donc évidemment que c'est important, mais ce n'est pas capital. Mais les Américains surtout ont vraiment peur de ce qu'on appellerait une déflation, parce qu'une fois qu'une déflation commence, c'est très difficile de l'inverser. Donc depuis très longtemps, les Américains disent aux Européens de faire un QE comme eux ils l'ont fait, et puis on connaît les problèmes auxquels les banques centrales européennes sont confrontées. Il y a des attentes là autour des banques centrales à court terme, de la BCE. Est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, est-ce qu'il y a un seuil de douleur, un niveau qui fait qu'il faudra peut-être même repasser par une intervention coordonnée, alors un peu de parole peut-être. Est-ce qu'il faudra aller plus loin? Ça se passera par le verbe, à mon avis, et je pense que M. Draghi doit commencer à préparer le terrain. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus là? Apaiser un peu les esprits, mais encore une fois, je crois qu'il faut se méfier des consensus trop forts et essayer de s'éloigner un petit peu des marchés trop consensuels et trop univoques. Merci messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Jacques-Antoine Breteil, président de la financière ICG, Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, que vous retrouvez chaque après-midi avec nous à New York d'habitude, avant l'ouverture, pour les quelques actualités clés qui sont importantes pour Wall Street. La clôture à Paris ce soir, moins 0,5%, 3918 points, énormément de volume, énormément de volatilité encore, c'est ce qu'il faut retenir de cette séance, et des volumes donc supérieurs à 7,6 milliards d'euros sur le CAC, c'est assez exceptionnel, il faut remonter à quelques années en arrière pour retrouver des volumes identiques. Débat ouvert justement, Grégory Volokhin qui était sur BFM Business dans Intégral Bourse cet après-midi, il est de Mescart Capital Market. Justement, il aborde il met en avant ces deux hypothèses, on l'écoute. L'OPEP ne bouge pas. Alors les deux raisons, elles sont totalement contradictoires, mais elles sont intéressantes toutes les deux. Il y en a une, on dit tiens, l'OPEP laisse filer les prix à la baisse parce que comme ça, leurs concurrents qui sont les Américains qui ont un coût d'extraction vraiment élevé, petit à petit vont être en difficulté et vont peut-être disparaître. Et puis il y a une autre théorie qui dit les Américains et les Saoudiens sont la main dans la main parce qu'en fait ils veulent mettre à genoux la Russie. Je trouve que les deux théories sont assez stupides. Peut-être que si vous les mettez ensemble, vous arrivez à quelque chose de raisonnable. Et moi, je préfère un peu l'offre et la demande. Et je pense que l'offre a extrêmement augmenté très rapidement et la demande n'a pas suivi. Voilà ce qu'on expliquait tout à l'heure, Grégory Volokhin de Mescart Capital Market. Oui, pourquoi l'OPEP ne pourrait pas réduire sa production justement pour permettre un peu au prix de reprendre un peu du poil de la bête.